Alors, bienvenue à tous. Je ne vous dis pas à quel point je suis heureuse d'être ici, justement pour pouvoir présenter cette collaboration après Marie et Bertrand. Fruit surtout, je dirais, d'amour commun et d'une grande amitié entre nous. Heureuse aussi d'être ici parce que la plupart d'entre vous, vous savez que je suis presque un personnage liminaire, c'est un comeback. Je reviens au travail en quelque sorte pour le temps de ce colloque et je suis très émue d'être là parmi vous. Donc je vous présente Bertrand Gervais. Je vais faire cette première communication pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Bertrand est le directeur, vous l'avez compris, de Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, ainsi que du NT2 où nous sommes, le laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiatiques. Il coordonne l'équipe de recherche sur l'imaginaire contemporain, Eric Lint, et il est également professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse au roman contemporain, aux arts et aux littératures hypermédiatiques, de même qu'à l'imaginaire et à ses figures. Il a publié des essais sur la lecture littéraire, la littérature américaine et l'imaginaire, de même que des romans, récits et nouvelles. Il vient de faire paraître les 3 tomes de ses Logiques de l'imaginaire, 2007-2009, ainsi qu'un roman, dernièrement, là tout juste, il y a quelques semaines, intitulé comme dans un film des frères Cohen. Je lui cède la parole. Merci beaucoup, Véronique. Et je suis très content que tu sois là. Si vous voyez à mon sous-titre, L'idiot en souverain, figure de l'oubli du politique dans une fiction de la ligne brisée, cette communication ce matin s'insère un peu à la suite du 2e tome des Logiques de l'imaginaire sur la ligne brisée et sur les fictions donc de l'oubli. Alors vous verrez comment je cadre la figure de l'idiot en fonction de ce rapport à la connaissance que l'oubli permet d'exacerber, disons-le comme ça. Alors, le roi est mort, vive le roi, soit. L'adage ne surprend plus personne. Mais qui est le roi? Que sait-il? Comprend-il dans quelle situation il se trouve plongé et quelle tâche l'attend? Et s'il fallait que le roi soit un idiot, un être dépourvu de connaissance et de raison, un de ces êtres dont on peut dire qu'il est avant tout constitué d'un manque, d'une absence, qu'adviendrait-il du pouvoir? Serions-nous en pleine idiosphère, selon Luc Bureau, donc cette grande sphère d'irrationalité qui s'enroule partout et autour de nous, comme si l'idiotie était notre plus petit commun dénominateur. D'aucuns déclarent que le roi est essentiellement une figure. Le pouvoir n'est rien en soi, et la somme des droits et des pouvoirs dont on l'investit. Le représentant du pouvoir est une surface de réflexion. Son autorité lui vient moins de sa maîtrise du jeu politique que de sa capacité à retourner le regard, à assurer ses sujets de sa présence et de la stabilité des rôles. L'idiot en souverain nous dit par l'absurde, mais j'ai le goût de dire ça, le quotidien n'arrête pas de nous le dire. L'idiot en souverain nous dit que le pouvoir se contente de coquilles vides, c'est pour ça que j'arrive à ça, parce que l'enjeu premier y est la subordination et le maintien des différences, et qu'à ce jeu, le mystère vaut tout autant que la maîtrise. Mystère d'une figure intrigante plutôt que maîtrise des lois et des pratiques. C'est bien la réflexion que nous propose Oublier Léna d'Edmund White, roman de 1973. Son narrateur est un être de l'oubli, un idiot qui ne sait rien du monde dans lequel il est jeté. Quand il se lève au matin, il est une nouvelle personne, incapable de se souvenir de ce qui a pu se passer la veille, de reconnaître les membres de la société qui l'entoure. Et pourtant, il en est le futur souverain. Le roman est à la fois une extraordinaire fiction de la ligne brisée, un récit de la table rase, au sens où son personnage principal est vide de toute pensée ou mémoire, et une allégorie du politique à l'humour mordant, puisqu'elle repose sur une conception machiavélique du pouvoir, où les signes seuls suffisent à en assurer le maintien. Alors, c'est un peu à comprendre la situation singulière présente dans ce roman que ma présentation ce matin sera consacrée. Allons-y avec l'idiot comme figure de l'oubli. La figure de l'idiot apparaît régulièrement dans les fictions de la ligne brisée, c'est-à-dire dans ces fictions qui mettent en scène l'oubli comme motif majeur ou alors comme principe de mise en intrigue. Idiotie et oubli semblent étroitement liés, tout comme le sont à l'autre extrémité du spectre intelligence et mémoire. Quelqu'un qui ne connaît rien ou qui ne comprend rien à rien et ne sait se comporter dans le monde est un être inconscient de ses propres déterminations, incapable de se souvenir de son propre passé et des règles de vie de son monde. Il est un être de l'oubli comme modalité de l'agir. L'idiot est essentiellement un être de la privation,
Comme le dit Valérie Desoulières, l'idiot incarne une figure complexe, celle, et là je la cite, de l'homme sans visage, sans qualité, sans statut et parfois même sans langage. Or, qu'est-ce que l'oubli, sinon justement une forme de l'absence et du manque, une privation? Compte tenu de cette structuration unique articulée sur la privation, le manque de, la figure de l'idiot permet d'exploiter les seuils. Seuil de la sociabilité, car l'idiot est un être différent, perpétuellement en décalage par rapport aux normes sociales. Seuil de l'agentivité, puisque, dénué de ce que l'on nomme une véritable volonté, il ne parvient à agir. Seuil du temps, son expérience du monde ne dépasse en guère l'immédiatement présent, le temps n'a aucune emprise sur lui. Seuil aussi des savoirs, du fait d'être en perpétuel déficit cognitif. Seuil enfin de la conscience, car l'oubli qu'il caractérise s'impose comme la limite inférieure de toute expérience rationnelle. En deçà de l'oubli, en effet, nous ne sommes plus dans une forme de la pensée. Mais qu'est-ce qu'un en deçà de l'oubli? Évidemment, si nous définissons l'oubli comme l'opposé de la mémoire, comme l'absence même de souvenir, il est tout à fait futile de formuler une absence de l'absence, point de départ d'une régression à l'infini. Mais si nous définissons l'oubli de façon positive, si nous y voyons autre chose qu'une simple vice inertiée, le concevant plutôt comme une modalité dynamique de l'agir, au même titre que la mémoire, alors l'en-deçà de l'oubli apparaît comme une modalité de l'être qui ne tient plus compte de la conscience comme interface dans notre relation au monde, ou alors qui en exploite les limites. La figure de l'idiot, en tant qu'être de l'oubli, permet de mettre en scène un tel seuil de la conscience et d'en explorer les conséquences. En fait, c'est un peu ce que je développais donc dans La ligne brisée sur ce rapport aux fictions de l'oubli. Oublier Léna d'Edmund White est une fiction de la table rase, où le rapport au savoir et à la conscience n'est pas simplement fragilisé, mais définitivement compromis. Une telle fiction se remarque à sa très grande absurdité. L'innocence de son héros, parce qu'il ne sait rien de ce qui l'anime, le conduit à faire éclater les conventions. La situation cognitive du narrateur y est essentiellement lacunaire. Son héros est une tablette de cire vierge quand commence le roman, une tablette du moins où tout ce qui avait pu être inscrit a été effacé. Il est bel et bien, selon la métaphore proposée par Aristote, une âme sans inscription, un esprit avant qu'aucune connaissance n'y soit gravée. Le héros apparaît comme un chevalier de la table rase, c'est un peu en rapport à Don Quichotte. Il ne sait rien de son rôle sur l'île qu'il habite, il en est pourtant le prince, rien des coutumes de la société qui est la sienne ou de ses propres fonctions biologiques, rien de son passé. Il improvise sa vie, incapable d'anticiper ce qu'on attend de lui, étonné des surprises que son existence lui procure. Chaque matin, il est une nouvelle personne, comme si le sommeil avait tout supprimé. Ses perceptions lui apparaissent grandement déstabilisées et notre propre accès à leur réalité fortement médiatisé. Dès l'incipit, cette précarité est mise de l'avant. Je suis le premier à me réveiller dans la maison, mais je ne suis pas sûr de ce que cela implique. Le roman impose d'emblée l'incertitude comme modalité. Où suis-je? Se demande le narrateur. Qu'est-ce que je fais là? Que suis-je censé faire? Les autres dorment-ils vraiment? Son regard et son savoir ne changeront pas du roman. Il n'y aura jamais d'accumulation d'informations. Il ne sait jamais rien. Il sera toujours en déficit cognitif, préoccupé par sa réalité restreinte. Que doit-il faire s'il veut répondre aux attentes? Que lui veut-on? Et par ses perceptions immédiates. Quand il s'apprête à aller aux toilettes, il se demande ainsi « Depuis combien de jours je ne m'étais pas soulagé? 2, 3, je n'avais aucun moyen de le savoir. » C'est dire qu'il n'a de son existence, de son passé récent, aucun souvenir. Il est un être de l'oubli en acte. Ainsi, il n'a aucune identité qui lui est propre. Au contraire, son intimité semble être un puits profond et sans unité. Il ne se construit qu'à partir du regard des autres, de leurs attentes, de leurs réactions et de leur savoir sur sa personne. Sa vie n'est régie par aucun principe de continuité. C'est la ligne brisée qui impose son ordre, fait de discontinuité et de privation. Dès qu'on te laisse un moment, lui dit cette femme qui est sa maîtresse entre deux moments d'oubli, tu t'abîmes si profondément en toi-même. Clément Rosset qualifie un tel repli sur soi d'idiotie, je le cite. Toute chose, toute personne sont ainsi idiotes dès lors qu'elles n'existent qu'en elles-mêmes,
c'est-à-dire sont incapables d'apparaître autrement que là où elles sont et telles qu'elles sont. Incapables donc, et en premier lieu, de se refléter, d'apparaître dans le double du miroir. Et c'est bien ce que le narrateur d'Oubli Helena expérimente. Quand il se regarde dans le miroir, il ne sait pas ce qu'il voit. Il aperçoit un reflet, mais la figure qui lui est renvoyée ne lui dit rien. Elle est indéchiffrable, tout aussi neutre qu'un caillou ou un bout de bois. Le narrateur est un Thésée égaré dans un labyrinthe dont le dédale s'efface au fur et à mesure qu'il y progresse. Il est au centre de l'île, cette histoire est la sienne et en même temps, il en ignore tout. L'oubli a tout gommé. « Je ne me rappelle rien, dit-il. Rien clairement, rien de précis, rien. En cela, je diffère de tout le monde. Je suis un carrousel de possibilités tournant sur le vide, mais quelqu'un peut m'adresser la parole, je peux répondre, ma réponse existe. » Le roman semble se déployer à partir d'une expression qui lui sert d'image souche. Faire table rase du passé, de la vie, des crimes perpétrés, des maîtresses abandonnées. Le héros de la table rase est l'expression même de l'innocence parce que rien ne le marque. « Je sens que je suis innocent, dit-il. Bien sûr, je suis innocent, je ne me rappelle rien. » L'innocent est bien celui qui ne sait rien et qui, de ce fait, comme nous le confirme l'étymologie latine, innocere, ne peut pas nuire. Il n'est pas souillé par le mal, il est pur et sans malice, même si sa naïveté le conduit à pécher par ignorance et à se comporter ultimement comme un simple d'esprit. Le roman se donne à la lecture comme une énigme dont le narrateur ne parvient aucunement à nous donner la solution. Nous sommes aux antipodes de la rationalité incarnée par Oedipe, qui est le premier à su répondre à l'énigme du Sphinx. Le narrateur héros n'a aucune profondeur. Il ne peut soutenir un argument, sa pensée ne respecte aucune structure, elle volette comme une poussière soufflée par le vent, incapable de se poser plus que quelques instants. En fait, comme le roman progresse, on comprend que son rôle n'est pas d'être un sujet agissant, un héros, maître d'œuvre de sa propre destinée, mais une figure, une surface de projection, le lieu d'un investissement imaginaire. Comme il le dit lui-même, « Ma présence est simplement un signe indéchiffrable marquant la frontière d'un nouveau pays. » Il est le prince de cette île, le futur roi. Il incarne le pouvoir, il en représente l'agir, et son être a pour fonction de personnifier la loi, le nouveau code. « Je ne suis pas un agent de l'ordre, nous dit le narrateur, mais sa source. Je n'ai pas besoin de corriger le dessin, puisque je le crée depuis le centre. J'occupe le centre. » Le vide de tout ce qui a précédé, cette table qu'il a bien fallu desservir, apparaît comme un résultat déjà obtenu au moment où commence le roman. Rien n'explique les carences cognitives du personnage, elles nous sont présentées comme un acquis, une donnée avec laquelle nous devons compter. Le roman reste énigmatique jusqu'à sa conclusion, et le mystère entourant la consécration du prince accentue l'impression de sacré ressentie tout au long de la narration. La rupture avec le passé, avec tout ce qui a pu précéder le début in media res du texte, surdétermine la valeur de la diégèse, l'inscrivant comme seul présent, comme présent hégémonique, balayant du revers de la main l'histoire de cette société. Le présent de la diégèse est construit dans l'absolu, il ne se déploie en regard d'aucun passé et par le même raisonnement d'aucun avenir, car rien ne permet de le projeter. Le roman fait l'impasse sur l'histoire, comme si son personnage était essentiellement nietzschéen, et ce prince n'est que la figure d'un politique dénué de tout aspect critique. Essayons de comprendre un peu maintenant une espèce de portrait différentiel de cet idiot-là, pour le distinguer peut-être de certains autres idiots qui sont dans ma constellation et ma série à moi. Alors, l'oubli est le seuil de la connaissance. Connaître, c'est connaître quelque chose du monde, et cela implique d'interpeller ses propres savoirs qui se voient confirmés dans leur agir. Quand ces savoirs sont neutralisés, ou encore brouillés et confondus, le monde reste illisible et le portrait qui en est fait paraît être d'une naïveté déconcertante, ou alors d'une fluidité sans borne. Celle qui n'est jamais marquée. C'est comme le dit Wittgenstein à la toute fin du Tractatus, maxime devenue célèbre, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. On comprend que les fictions de l'oubli assument pleinement le paradoxe d'une parole qui ne devrait jamais exister, puisqu'elle parle de ce dont elle ne devrait pas pouvoir parler. L'idiot en est une figure d'une grande efficacité par ce seuil de la conscience, de soi et de la connaissance qu'il engendre. Figure de la limite, l'idiot est marqué par l'oubli, le vide et le hors-temps, et il s'oppose en ce sens à d'autres figures marginales, dont le borné ou
ou le têtu, le bête et le laid. Donc, je vais reprendre ces trois autres figures. Son rapport entravé à la langue l'inscrit régulièrement du côté des prophètes, de ces êtres qui voient ce que le sens commun des mortels cherche à connaître, même s'ils n'en comprennent rien. Il est un être d'exception et son mode d'apparition est le hasard, l'impromptu. Il est comme un phasme. Quand on l'aperçoit enfin, on comprend qu'il avait toujours été là, mais discrètement. L'idiot, comme le souligne Jean-Yves Joannet, et je le cite, « C'est celui qui ne sait pas, qui est là par hasard, dont le seul alibi est l'accident ou la passion. » Fin de la citation. Être apolitique et anhistorique, il a les yeux rivés sur son présent et les formes diaphanes de sa propre présence au monde, dont il ne saisit pas les subtilités. Il a la tête vide, ce qui lui permet de se transformer en caisse de résonance et de s'ouvrir à des formes étonnantes de transcendance. L'idiot, pour Avital Ronell, n'agit pas de façon volontaire ou reconnaissable, suffocant et défiguré, il annonce l'acte inaudible d'une poésie muette et pure. Dans The Passion Artist, ou L'Homme au Louvre, l'écrivain américain John Hawkes met en scène un personnage qu'on qualifierait sans peine d'idiot, si ce n'était qu'il a la tête pleine et que sa forme de bêtise l'entraîne plutôt du côté de la rigidité, source de toutes les violences et de toutes les hypocrisies. En fait, c'est un borné, un têtu. Son personnage est un être borné qui s'obstine à respecter un monde qui, du fait d'être depuis longtemps perdu, s'impose comme principe de vérité et seul horizon interprétatif. Il est décrit par Hawkes comme un voyageur sédentaire et un être de principes et de règles qui seuls lui permettent de survivre. La mémoire est pour lui un entrepôt aux qualités improbables, car en lui, tout est conservé. Les perceptions, les souvenirs, les rêves, les pensées. Pour chaque chose dans cet entrepôt, il y a une trace. Et je vous cite le texte. Et cette multitude de traces est non seulement sans limite, mais elle ne cesse d'augmenter, de s'allonger, de se multiplier. Et ces traces minuscules et argentées s'accumulent les unes sur les autres pour donner naissance au paradoxe suivant. À l'intérieur de la forme fixe et immuable de l'entrepôt lui-même, le contenu s'amplifie sans arrêt. Évidemment, je vous ai donné cette citation parce que nous sommes, avec ce personnage-là et cette idée d'un entrepôt qui s'amplifie sans cesse, et bien sûr, on pense tout de suite à l'inconscient, nous sommes aux antipodes de la figure de l'idiot, pour qui l'entrepôt de la mémoire n'est pas cette forme en constante transformation, mais au contraire, un espace vide, à peine occupé par quelques rares meubles. Le narrateur d'Oublier Léna n'a rien d'un entrepôt. Ce n'est pas un être borné, il serait plutôt une girouette prête à changer de direction à la première occasion. Il ne se suffit pas à lui-même, porteur d'un savoir qui croît de manière exponentielle, il n'a aucune intériorité, aucune volonté, aucune arrière-pensée. Si la volonté est la cause de nos actes et au cœur de l'identité, l'idiot, souligne Deshoulières, que je cite à nouveau, est évidemment privé de ce centre, de ce fondement, de ce vouloir unique dont procéderait toute chose. Sans volonté propre, il flotte comme un bouchon sur le courant des phénomènes. Fin de la citation. Le narrateur d'Oublier Léna ressemble bel et bien à cet être inconstant dont les intentions varient selon les rencontres, incapable de maintenir une direction. Il est le contraire d'un être borné, peut-être bien parce que son ignorance est sans borne. Dans Fascination de la laideur, Muriel Gangbin explique... je ne vais pas nous donner celle-là, tiens, on reviendra. Donc, dans Fascination de la laideur, Muriel Gangbin explique que le lait est une figure traversée par le temps. Et je la cite, « La laideur serait ainsi en quelque sorte... » non, mais je l'ai, elle est ici. Là. La laideur serait ainsi en quelque sorte l'annonce de la mort, la présence en l'homme de l'ombre de la mort. Et cette présence a quelque chose de monstrueux. Dans son rapport au temps, la laideur s'inscrit sous l'égide de la mémoire. Le lait, ce sont les traces au présent du passage du temps, présents sous la forme d'empreintes d'événements passés. Il est, je reprends Gangbin, le palimpseste du temps, pour qui la représentation sensible du temps apparaît comme l'expression même du lait. Fin de la citation. En comparaison, l'idiotie est une forme atemporelle, en ce qu'elle n'est pas un rapport au corps, mais bien plutôt un état d'esprit, une structure de pensée en tant que telle. L'idiot échappe ainsi au temps. Il est en ce sens plus proche de l'innocence que de la laideur, un éternel enfant sur qui le temps n'a aucune prise, ne serait-ce que parce que l'oubli dans lequel il se meut le rend imperméable à son passage. Puisque rien ne le touche, rien
ne peut le marquer. Et c'est sans tâche qu'il avance dans le monde. Si l'idiotie n'est pas une forme de laideur, elle n'est pas non plus une variation sur la bêtise. Comme le montre Alain Roger dans son bréviaire de la bêtise, celle-ci se distingue nettement de l'idiotie, comme le plein s'oppose au vide et l'action à l'inaction. Roger isole d'ailleurs les 3 façons de comprendre l'idiotie. La première exception, qui la rapproche de la bêtise, rend compte de ce manque d'intelligence dans la résolution d'un problème ou d'une situation. La seconde, médicale, identifie une condition congénitale proche de la débilité ou de l'imbécilité et incluse dans les formes d'arriération mentale. La troisième, la plus originale, ravive l'étymologie du terme et renoue avec le sens de l'adjectif grec idios qui appartient en propre à quelqu'un, particulier, séparé, distinct, spécial, singulier, original et par extension privé, opposé au public. On revient bien sûr à la citation de Voltaire que je vous ai lue auparavant. Le bête est arrogant, voire outrecuidant, plutôt qu'effacé et retenu comme l'idiot. S'il se trouve dans le monde, il en radicalise les préjugés. Il banalise le complexe et le subtil et les réduit à leur portion congrue. L'idiot, par opposition, n'arpente pas le monde en cherchant à l'expliquer, mais le contemple comme un fabuleux spectacle, nous dit Deshoulières. Ce n'est pas le plein qui le caractérise, le plein de théories, de projets et de jugements, mais le vide, l'absence à soi, l'absence au monde et à ses événements, l'inaction et cette passivité que le manque de volonté implique. Alors, peut-être pour les dernières pages de cette présentation, je vais revenir sur cette idée d'une allégorie du politique présente dans Oublier les nerfs, et faire bien sûr un lien avec Being There de Kosinski. Les fictions de la ligne brisée de l'oubli, fictions peuplées d'idiots incapables de comprendre ce qu'ils vivent, sont d'une grande violence. Du moins, présuppose-t-elle une violence fondatrice qui, bien qu'elle ne paraisse plus sous les eaux calmes d'une pensée maintenant débarrassée de ses démons, a agi violemment pour provoquer la rupture. La violence fondatrice est en amont, et son action est d'autant plus dissimulée que sa force est grande. Seule la destruction la plus complète permet d'effacer les traces de son agir. Et là, je renvoie à une réflexion de Marc Auger. Le tabula rasa, comme principe de mise en intrigue, voit à l'ouverture d'une fiction inédite, qui ne peut se déployer que sur les bases d'un monde périmé, vidé de son actualité et, pour ainsi dire, détruit. Dans Oublier les nerfs, cette stratégie permet de déployer une allégorie du politique, car le prince qui sera couronné est essentiellement une figure, un être sans intériorité, sans passé ni désir, qui agit avant tout en tant que surface de projection et d'investissement imaginaire. Le prince est ce que nous voulons qu'il soit, et il n'est soumis à aucune contrainte. Il n'est pas un être historique au sens de Nietzsche, par exemple, nullement alourdi par le poids du passé. Il est un être anhistorique, fondé sur le vide plutôt que le plein, l'oubli plutôt que la mémoire, le hors-temps, les marges, le superficiel. L'idiot est un prince, le souverain d'une île qui connaît non seulement un changement de garde, mais une révolution, car l'intronisation qui clôt le roman voit à l'établissement d'un nouveau code qui remplace l'ancien. La rupture incarnée par le prince est vécue par celui-ci comme effacement de la mémoire, définie à la fois comme contenu et faculté. Le prince se prépare en fait à sa transfiguration. Il lui faut oublier tout ce qu'il a connu avant. Il est un être neuf, comme un enfant qui aurait été enfermé et qui pourrait ainsi retrouver le langage adamique. Il est un être neuf et sans tache, car il a tout oublié. Il est ainsi prêt à se métamorphoser. Il n'est plus l'homme de l'ancien code et il n'est pas encore le maître du nouveau. Il est dans l'entre-deux. Cet être sans qualité, sans mémoire ni volonté, est en fait un être projeté littéralement dans le monde, qui ne sait rien, mais qui occupe tout de même cette place qui lui a été allouée, bien sûr, qui est le centre. Et il sera celui par qui tout se transformera, un être d'exception, donc un idiot, au sens littéral du terme. Oublier les nerfs est en ce sens une allégorie du politique, tout à fait à la manière de Being There, ou Bienvenue M. Chance, de Jerzy Kosinski, publié quelques années plus tôt, en 1970. Chance, vous avez peut-être vu le film de Al Ashby, le héros de ce roman ne connaît rien d'autre que le jardinage et ce qu'il a pu voir à la télévision. Par un étonnant concours de circonstances, il se retrouve dans les sphères de la politique américaine et le président des États-Unis, ébloui par sa sagesse, songe même à le nommer son colistier. Pourtant, Chance ne fait que ressasser le seul discours qu'il connaît, celui sur le passage des saisons et la vie des plantes. C'est un anti-Bouvard et Picuchet, disons-le comme ça. Mais ce vide est comblé par ses interlocuteurs qui sont à la recherche de solutions pour régler une crise financière. Il ne dit rien et ne sait rien,
mais cela ne nuit nullement au processus de projection et de transfiguration qui transforme sa personne en figure de la vérité. Le narrateur d'Oubli Helena est impliqué dans une semblable construction paradoxale, car il représente le pouvoir sans en connaître le fonctionnement. Atemporel, asocial et par conséquent apolitique, projeté dans un monde où il incarne le pouvoir, il ne peut que devenir le symbole même du pouvoir et du politique. En tant qu'être de l'oubli, il est, comme le dit Ronel, un être en dehors du politique. Et elle poursuit en affirmant que, je la cite, « L'idiot est incapable de vivre dans une communauté. Essentiellement autarcique, l'idiot pré-politique se caractérise par l'absence de relations ou de liens, atactos. Pour Plutarque, le mot idiot exprime une infériorité sociale et politique. Ce n'est pas un certificat de citoyenneté, l'idiot est celui qui n'est pas un citoyen. » Évidemment, c'est renversé de façon carnavalesque par White en prenant ce non-citoyen, bien sûr, comme le prince, celui qui est au-dessus du citoyen. Or, qu'un tel être devienne roi ne peut que signifier que nous sommes en présence d'une allégorie et que le narrateur n'est pas tant un souverain que la figure même du pouvoir dans un renversement carnavalesque tout à fait assumé. À ce titre, sa vacuité est le fondement même de son inscription comme figure, comme objet de projection et de construction symbolique. La table rase est le processus par lequel un être devient figure. Il se vide de son intériorité et de tout ce qui signale l'expression de sa propre conscience. Souvenirs, intentions, désirs, préférences, savoirs immédiatement issus de l'expérience, savoirs collatéraux acquis au gré des lectures et des rencontres, ainsi de suite. Il se transforme en miroir, adoptant de nouvelles formes selon les besoins et surtout ne retenant rien. L'identité d'une figure ne provient d'aucune source intime au sujet même qui en est à la base, mais s'impose comme le résultat d'une attribution, d'une projection. Le prince est une telle surface de projection. Il n'a pas à connaître les mœurs d'une société, il en incarne l'agir. Nul besoin de saisir les arcanes de la politique du pays, il est l'expression même du politique, il n'agit pas, mais fait agir. Alors, peut-être pour compléter, l'offrande de l'idiot, nous dit Zoulière, est une absence, un retrait, un retard, un délai. Il peut tout sur moi parce qu'il ne me donne rien, ou plutôt parce qu'il me donne rien. Comme l'œuvre d'art, il se rencontre. L'idiot n'est pas dans le monde, c'est-à-dire qu'il ne l'habite pas, il ne fait que le traverser. Il se place d'emblée à ses limites, à ses frontières, ce qui lui permet de jouer, souvent à son corps défendant, il faut le dire, le rôle de passeur. Marie en a déjà parlé, je pense qu'elle reviendra sur la question. Cette différence en fait un bouc émissaire ou un prophète, celui qui rétablira l'ordre, qui désamorcera la crise. L'idiot fonctionne ainsi dans une logique du don. Puisqu'il n'a rien et qu'il n'est rien, il peut tout donner. Son rôle revient essentiellement à assurer une transmission. Il agit alors comme un médium, cet être par lequel on accède à une vérité, à sa vérité. Merci.